All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Président, veuillez vous asseoir. Avant de m'adresser à l'accusation, je souhaitais simplement être sûr que le compte-rendu d'audience soit exact. S'agissant de l'affaire Kerstitch et Matt Robinson, vous avez cité le paragraphe 98, me semble-t-il. Dans lequel il est fait état du fait que même si Général Mladic était au courant des meurtres, la Chambre de première instance n'a pas établi que Kerstitch avait pris connaissance de l'intention d'exécuter les musulmans de Bosnie en raison de ce comportement. Mais au paragraphe 104 de l'arrêt, il est clairement précisé que la connaissance de la part de Kerstitch a été établie, même si son intention eu égard au fait de commettre le génocide n'a pas été établie. Et l'arrêt a été fondé sur cette connaissance-là et le fondement de la responsabilité au terme de l'aide et l'encouragement. Maître Robinson, vous avez tout à fait raison. Si vous allez faire aussi attention dans ce processus que vous l'avez fait dans l'affaire Kerstitch, vous allez certainement acquitter mon client. Le président, c'était une remarque très objective. Question au paragraphe 104. Ça a été fondé sur ce qu'a dit Kerstitch à Beara dans cette conversation interceptée. Le précédent, je ne souhaitais pas que vous ayez l'intention, que vous pensiez que Kerstitch n'était pas au courant, n'avait pas la connaissance. Question, c'était quelqu'un qui était simplement en contact avec lui, c'est tout. Et c'était fondé sur ses propres paroles, le président. Oui, j'entends bien. Merci. Je me tourne vers l'accusation en question. Merci beaucoup. Je vais tout d'abord aborder les questions que vous avez posées concernant l'appel de Dr Karadzic. J'aimerais tout d'abord préciser ceci. Président, puis-je vous poser la question suivante? Je suppose que vous allez aborder la question des municipalités aujourd'hui. Réponse, pardonnez-moi, je n'ai pas tout à fait compris, le président. Vous allez parler de la question des municipalités, n'est-ce pas, aujourd'hui, de ce qui s'y est passé? S'y est passé, question au niveau des arguments en appel. Oui, le président, si j'ai une ou deux questions pertinentes, souhaitez-vous que je les pose maintenant ou à la fin de la présentation de vos arguments en question? Si vous me les donnez maintenant, je pourrais les intégrer de la façon la plus efficace dans ma présentation. Je vais dans ce cas vous poser deux questions. La première, pourriez-vous nous dire quelle conclusion de la Chambre de première instance quel paragraphe? De préférence, citer le paragraphe qui permet d'étayer l'élément suivant, à savoir que la Chambre de première instance a supposé qu'il y avait intention de chasser de façon permanente et que ceci n'était pas conforme avec... qui ne correspondait pas à l'intention génocidaire. Première question. La seconde question est la suivante. Quels éléments de preuve permettent de prouver une partialité ethnique, la discrimination et la séparation? Cela prouve-t-il forcément une intention génocidaire? Maintenant, vous avez mes questions et vous avez la parole. Question, merci, Monsieur le Président. Alors, je vais commencer par répondre aux questions que vous avez posées ce matin. Nous souhaitons préciser ceci. De façon générale, nous n'avons pas la position de dire, nous n'adoptons pas la position de dire que la Chambre d'appel n'a aucune responsabilité pour garantir les droits de Karadzic et la protection. Nos arguments portaient particulièrement sur la dérogation. Il n'y a pas de circonstances particulières qui découlent du fait qu'un assuré assure sa propre défense pour que les juges de la Chambre d'appel abordent cette question parce que ceci n'a pas été abordé lors du procès.
Donc, il y a eu un conseiller juridique qui a été rémunéré par l'accusé pendant le procès. Pour ce qui est de la question des faits jugés, notre position est la suivante. Un nombre important de faits jugés ne signifie pas que le charge de la preuve est renversé. Il est clair que les faits jugés ne violent pas la présomption d'innocence ni les droits de l'accusé. Et je souhaite ajouter que lorsqu'il s'agit de parler du temps de préparation de la défense, la Chambre de première instance a tenu compte du nombre très important de faits jugés ainsi que des témoins 92 quater et 92 bis. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel. Je vous renvoie à notre réponse notre mémoire en réponse paragraphe 145. La Chambre d'appel a également expressément tenu compte du nombre de faits jugés en accordant à la défense 300 heures pour présenter sa cause. Cette décision a été confirmée en appel et ces décisions sont ignorées et écartées par la défense dans ses arguments de leur mémoire, paragraphe 146. Et ces 300 heures n'ont pas été entièrement utilisées par la défense. Et ces seuls facteurs montrent que le versement de faits jugés et des témoins 92 bis et 92 quater n'ont donné lieu à aucune inéquité de procès. C'est un point que nous avons soulevé hier. Outre ces facteurs, de nombreux faits jugés sont couverts par d'autres éléments de preuve en l'espèce qui ont été versés de la façon la plus courante, ce qui est confirmé par le nombre très limité d'événements qui, d'après la défense, conclut que ces éléments sont fondés sur des éléments de preuve non vérifiés. 36 au total, dans un nombre très important d'événements. Et comme nous l'avons indiqué dans notre mémoire, et comme je l'ai dit avec insistance hier, même ce chiffre assez modeste est exagéré. Donc, je vais maintenant aborder mes arguments en appel en l'espèce. Les conclusions de la Chambre montrent que Karadzic et autres membres de l'entreprise criminelle commune ont souscrit à des crimes violents pour réaliser l'objectif criminel commun qui visait à déplacer de façon permanente les musulmans et les croates des territoires revendiqués par les Serbes. Et elle a constaté que ces crimes violents étaient essentiels à la mise en œuvre de l'objectif commun. La Chambre a ensuite commis une erreur en reléguant ces crimes à de simples conséquences prévisibles. La Chambre a également commis une erreur en omettant de reconnaître que dans les 7 municipalités au chef 1, le schéma très violent de crime a permis la mise en œuvre de cet objectif permanent de chasser à tout jamais les musulmans et les croates et de leur intention de les détruire dans ces municipalités, ce qui constitue le crime de génocide. Je vais me concentrer sur ces deux erreurs en particulier aujourd'hui qui sont illustrées au chef 1 et 3 de notre appel et je conclurai avec quelques mots au sujet du moyen numéro 4. Comme nous l'avons expliqué dans notre mémoire, la Chambre a conclu sur le champ de l'objectif commun qui a effectivement retiré les crimes violents de l'objectif commun. Je vais aborder avec vous les conclusions faites par la Chambre qui montrent que ces crimes violents devaient forcément faire partie de l'objectif commun. Ensuite, j'expliquerai pourquoi l'objectif commun, les conclusions de la Chambre sur l'objectif commun illustrent une approche erronée de l'intention. Hier, j'ai expliqué comment l'objectif de chasser de façon permanente a été mis en œuvre par l'intermédiaire d'un schéma systématique de violence contre les musulmans et les croates. C'est ainsi que les membres de l'entreprise criminelle commune, avec leurs instruments, ont pu chasser des centaines et des milliers de non-serbes de leurs maisons, de leur communauté, et ont pu les chasser de la Republika Srpska à tout jamais. Karadzic n'était pas simplement à courant du fait que ce niveau de violence serait exigé. Il l'a menacé, il l'a préparé et il l'a encouragé sur le terrain. Avant le conflit, Karadzic a menacé les musulmans d'anéantissement, d'une extinction éventuelle et de bains de sang extrêmes. La Chambre a conclu que ces menaces montraient que Karadzic était, je cite, tout à fait conscient du fait qu'un conflit éventuel serait extrêmement violent et aboutirait à des millions de morts, la destruction de biens et le déplacement de personnes, et que ceci serait particulièrement dévastateur pour le peuple musulman de Bosnie, paragraphe 2708.
Au vu de ses connaissances, telles que constatées par la Chambre, Karadzic a ensuite préparé les structures politiques et militaires nécessaires à ce conflit sanglant, tout en défendant une politique de séparation ethnique et en incitant à la haine interethnique. Paragraphes 23, 25 et 26 du jugement. Cité dans notre mémoire en appel, la Chambre a également conclu que Karadzic et ses collaborateurs étaient tout à fait au courant du fait qu'ils auraient besoin d'avoir recours à la violence contre les musulmans et les Croates pour les séparer des Serbes. Et ils ont poursuivi cet objectif de toute façon. À la fin de l'année 91, Karadzic et d'autres personnes faisant partie des dirigeants étaient courants et avaient été avertis du fait que cet objectif conduirait à une séparation ethnique et à la violence compte tenu de la population, de la nature même de la population en Bosnie-Herzégovine qui était mélangée. Et néanmoins, il a poursuivi son objectif. Il a conclu que Karadzic et les dirigeants serbes de Bosnie, je cite, étaient disposés à avoir recours à la force et à la violence contre les musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie afin de réaliser leurs objectifs. Paragraphe de 1599. Ces conclusions montrent que même avant de commencer leur campagne criminelle, les membres de l'entreprise criminelle commune savaient que la violence contre les musulmans et les Croates était nécessaire pour réaliser leur objectif commun. Et ils ont poursuivi ce but et étaient disposés à y avoir recours. Et ensuite, la Chambre a conclu que la mise en œuvre de cet objectif commun était tout simplement aussi sanglant et violent que les membres de l'ECC avaient envisagé et que Karadzic avait prédit. La Chambre a conclu que d'emblée, les forces serbes ont commis des crimes de façon systématique et organisée et généralisée par le biais d'opérations très bien planifiées et coordonnées. Et la Chambre a conclu que ceci comprenait le meurtre, le traitement inhumain et cruel, le viol et autres actes d'agression sexuelle et de destruction arbitraire, qui sont tous des crimes que la Chambre a exclus par la suite du champ de l'objectif commun. Paragraphe 3443 à 3445. Et d'emblée, la Chambre de première instance a conclu que Karadzic et autres membres de l'entreprise criminelle commune ont facilité et ont encouragé ces crimes violents avec des démentis faux et un manque d'action délibérée. La première municipalité dont il a pris le contrôle était Bielina, suivie par la suite par Zvornik. Les membres de l'entreprise criminelle commune et Arkan ont joué un rôle prépondérant dans ces deux attaques qui étaient entachées de meurtres et d'autres crimes violents. Ces crimes ont également été rapportés à Karadzic. Il a répondu avec des démentis faux et des déformations tout en ne prenant aucune mesure pour punir ou empêcher ces crimes. Paragraphe 35. Bien au contraire, Karadzic a par la suite remercié et félicité Arkan, je cite, pour avoir défendu les Serbes de Bosnie. Paragraphe 3325. Et ce schéma de violence, l'encouragement d'actes de violence s'est poursuivi. Au fil des semaines et des mois, les atrocités contre les musulmans et les Croates se sont accrues. Karadzic a continué à mentir et à induire en erreur tout en adoptant une politique qui consistait à ne pas sanctionner les crimes contre des non-serbes. Confère paragraphe 38-41 de notre mémoire. Et la Chambre de première instance a conclu que avec ce comportement et ce manquement délibéré de prévenir et de punir et sanctionner les crimes, Karadzic a envoyé un signal aux forces serbes et aux représentants civils des bosno-serbes que ces crimes étaient autorisés. Paragraphe 3501. La Chambre est parvenue à ses conclusions au sujet de Karadzic et aux autres membres de l'entreprise criminelle commune qui proféraient des menaces, qui anticipaient et encourageaient le recours à des crimes violents pour réaliser leur objectif. Et ensuite, la Chambre a pris un mauvais virage. Au paragraphe 3466, la Chambre a noté que Karadzic avait reçu des informations sur la commission de crimes violents commis par les forces serbes et néanmoins, il a poursuivi le plan commun.
Mais la Chambre a estimé que plutôt que d'avoir l'intention de commettre ces crimes, Karadzic, tout simplement, n'avait pas jugé cela assez prioritaire, à savoir la poursuite du plan commun. Mais le fait de ne pas juger cela assez prioritaire n'était pas une solution par rapport à l'intention partagée. Il est vrai que Karadzic ne se préoccupait pas suffisamment des crimes violents pour empêcher la poursuite du plan commun. Mais Karadzic savait depuis et dès 1991 que cet objectif de séparation ethnique allait forcément provoquer des crimes violents s'il poursuivait dans cette voie. Bien évidemment, il n'était pas découragé lorsque la violence lui a été rapportée. C'était quelque chose auquel il s'attendait et qu'il avait l'intention de réaliser. La défense dépeint cette notion d'intention comme étant l'illustration de l'ambivalence envers ces crimes violents de la part de Karadzic. Cette conclusion montre que Karadzic devait choisir entre deux options. Première option, faire cesser ou mettre un terme à cet objectif commun. Option numéro 2, continuer à poursuivre cet objectif commun en sachant que ceci impliquerait des crimes violents. Il a choisi d'opter pour la solution numéro 2. À maintes et maintes reprises, ce choix n'est pas l'illustration d'une quelconque ambivalence. Et ce qui m'amène à parler de l'autre aspect erroné de la conclusion de la Chambre de première instance sur la notion d'intention. La conclusion dépeint Karadzic comme étant un simple récipiendaire passif d'informations au sujet des crimes violents. Ceci minimise les conclusions de la Chambre sur le rôle joué de Karadzic, et ce de façon très importante. Karadzic était le président et le commandant suprême de la Republika Srpska et se trouvait au sommet et était le plus important dirigeant des Bosno-Serbes. Et depuis ce poste, il a menacé et préparé une campagne violente et sanglante contre les musulmans et les Croates. Il incitait à la peur et à la haine contre les non-serbes. Il a favorisé un climat d'impunité parmi ses subordonnés qui ont commis des crimes violents à très grande échelle. Et a cherché à dissimuler de façon active ces atrocités aux yeux de la communauté extérieure et à récompenser les auteurs. Ces facteurs démontrent de façon accablante qu'il avait l'intention de commettre ces crimes violents et que la Chambre a commis une erreur en ne reconnaissant pas cela. Je veux maintenant conclure au niveau du moyen en insistant sur l'importance de votre intervention. Parce que la conclusion de la Chambre sur l'étendue de l'objectif commun dépeint un nombre incalculable de victimes de crimes violents et qui serait en fait un sous-produit malheureux d'une quelconque campagne de déplacement en masse aseptisée, une campagne qui n'a aucun lien avec la réalité. Karadzic et ses collaborateurs savaient qu'ils seraient obligés de déverser des fleuves de sang pour tailler leur territoire ethniquement pur. Et effectivement, ils ont souscrit à cela. Karadzic, le président, le commandant suprême de la Republika Srpska, est directement responsable de ce bilan humain qui en a résulté et le jugement devrait illustrer cela. Au moyen numéro 3, la question essentielle est de savoir si ce schéma de crime au chef 1 dans le cadre des municipalités illustre l'intention génocidaire. La réponse est oui. Et ceci devient tout à fait clair lorsque nous précisons deux mythes au sujet du génocide. Le premier mythe au niveau du pays grec avait déjà décidé qu'il n'y avait pas de génocide dans les municipalités en 1992. C'est dans les arguments de la défense. Les arguments de la défense sont imprégnés de ce mythe. Mais le pays grec a déjà expliqué en l'espèce qu'une défense pénale dans d'autres affaires, fondée sur d'autres appréciations des éléments de preuve par rapport aux autres accusés, n'ont aucune valeur au niveau des précédents avancés. Paragraphe 94. De surcroît, la Chambre d'appel du TPI grec s'est prononcée 2 fois sur cette question. Et dans les 2 cas, elle a confirmé que ce schéma de crime dans les municipalités pouvait étayer la déduction qu'il y avait eu intention génocidaire. Arrestakic, paragraphe 56, et jugement 98 bis, paragraphe 100 dans l'affaire Karadzic. Ce qui m'amène à parler du deuxième mythe lié au génocide, c'est ce qui a conduit la Chambre à commettre une erreur en l'espèce. Ce deuxième mythe est celui de l'intention génocidaire, à savoir de détruire physiquement ou biologiquement un groupe visé ou en partie, signifie qu'il s'agit de détruire physiquement ou biologiquement tous les membres de ce groupe ou en partie.
ceci n'est pas requis par l'intention génocidaire, et l'intention génocidaire ne se réduit pas à un simple calcul mathématique du nombre de personnes tuées ou faisant l'objet d'actes génocidaires. C'est exactement le piège dans lequel la Chambre de première instance est tombée lorsqu'elle a comparé le nombre total des membres du groupe qui ont été déplacés par rapport à ceux qui auraient été, comme il est allégué, visés ou étaient la cible d'une destruction. Paragraphe 2524. L'ampleur des meurtres et autres actes génocidaires constitue un facteur pertinent. Mais c'est une analyse étroite qui a été faite ici et a exclu d'autres. Il s'agit d'une erreur. Si cela est bien compris, l'intention génocidaire consiste à avoir l'intention de détruire le groupe en tout ou partie, physiquement ou biologiquement. L'intention de détruire ce groupe en tout ou en partie en tant que communauté. Ceci n'exige pas l'intention de prendre pour cible chaque membre de ce groupe ou une partie de ce groupe pour qu'il y ait destruction physique ou biologique. C'est ainsi qu'il faut comprendre cette intention génocidaire, et ce pour 3 raisons. Les victimes d'un génocide constituent le groupe visé en tout ou partie parce qu'il s'agit d'une communauté et non pas, il ne s'agit pas de ses membres individuels qui la constituent. Deuxièmement, le terme de la convention, les conditions de la convention de terme de la convention de génocide exigent qu'il y ait une conception d'une intention génocidaire, qu'il y ait l'intention de détruire un groupe, et ceci expressément permet l'existence physique des membres de ce groupe. Je vais vous l'expliquer. L'article 2 de la Convention, l'article 4 de notre statut, qui explique clairement qu'il y a 5 actes génocidaires sous-jacents qui peuvent être commis avec l'intention de détruire le groupe en tout ou partie. Nous savons que quand il y a intention de détruire, cela signifie intention de détruire physiquement ou biologiquement. Ce qui signifie, par exemple, qu'au terme de l'article 4.2 petit i, on peut transférer par la force des enfants un groupe vers un autre groupe, avec l'intention de détruire ce groupe physiquement ou biologiquement. Mais bien sûr, ce comportement ne détruit pas physiquement ou biologiquement ou même forcément ne porte pas atteinte à un groupe ou à un quelconque membre. Comment ceci concorde-t-il avec l'intention de détruire le groupe physiquement ou biologiquement? La Commission sur le droit international a expliqué que c'est parce que ce comportement aurait des conséquences particulièrement graves sur la viabilité future du groupe en tant que tel. Note de bas de page 405 de notre mémoire. Le même raisonnement s'applique au fait de porter gravement atteinte à l'intégrité morale. Article 4.2, qui on peut imposer une atteinte, on peut atteindre à l'intégrité morale à des groupes, à un groupe ou à des membres du groupe, avec l'intention de détruire physiquement et biologiquement ce groupe. Donc, si il y a atteinte à l'intégrité morale d'un membre du groupe ou de MOOC, ceci est susceptible de contribuer à la destruction physique ou biologique du dit groupe. Dans ce cas, ces membres du groupe sont pris pour cible et ne peuvent plus exister en tant que communauté ou entité viable. Deuxièmement, et s'ensuit logiquement du premier, on peut avoir l'intention de détruire physiquement ou biologiquement un groupe en infligeant ou en portant atteinte à ce groupe, et ce qui menace l'existence physique des membres du groupe, mais le groupe ne peut plus exister en tant que communauté. Ce qui m'amène à la 3e raison pour expliquer pourquoi l'intention génocidaire se concentre sur l'intention de détruire le groupe en tant que communauté. Le TPIR et la jurisprudence TPIR et TPIR a confirmé qu'un comportement qui autorise l'existence continue physique et biologique des membres du groupe peut néanmoins contribuer à la destruction physique ou biologique du groupe. Les chambres ont fourni des analyses importantes sur ce point en expliquant par exemple que le comportement s'attaque au fondement même du groupe ou qui peut couper les liens entre les membres du groupe ou empêche le groupe de se reconstituer en tant que communauté. Ceci peut contribuer à la destruction du groupe et ainsi être le reflet d'une intention génocidaire. Paragraphes 109 et 113 de notre mémoire. Ce qui réaffirme le fait que la condition de destruction physique ou biologique se concentre sur l'impact, sur l'intention qui est d'avoir une incidence sur le groupe en tant que communauté
ou en tant qu'entité viable. Cette compréhension de l'intention génocidaire ne s'écarte absolument pas de la condition liée à la destruction physique ou biologique. Au contraire, ceci identifie correctement un groupe humain ou une entité qui doit être protégée de cette destruction. Et un groupe humain n'est pas n'est pas une collection d'individus, un ensemble d'individus. Les liens qui les lient ou qui lient les individus entre eux ne constituent un groupe. Il n'était pas difficile d'envisager un scénario où ces liens sont coupés à tel point que le groupe ne peut plus exister physiquement, même si les membres en tant que tels existent toujours. Lorsque les membres d'un groupe arrivent à survivre physiquement, mais ne peuvent plus fonctionner en tant que membres d'une communauté, ne puissent plus se reconstituer en tant que communauté, le groupe en tant que tel est détruit physiquement dans ce cas. La Chambre d'appel dans Kerstitch a reconnu cela. La Chambre a reconnu que lorsqu'elle a estimé que le transfert forcé de 80% de la communauté musulmane de Srebrenica de l'enclave pouvait constituer un moyen complémentaire qui permettrait d'assurer la destruction physique de la communauté musulmane à Srebrenica, parce que ceci a contribué à l'incapacité à la communauté visée de se reconstituer. En d'autres termes, un comportement qui n'a infligé aucune souffrance physique aux membres du groupe a néanmoins contribué à la destruction physique de la communauté. Et la communauté a été physiquement détruite malgré l'existence d'un nombre important de membres du groupe. C'est le type de destruction de liens entre les membres du groupe qui aboutit à la destruction physique d'une communauté, malgré la survie au plan physique d'un certain nombre de membres du groupe. C'est une analyse qui est tout à fait nouvelle, non pas parce que cela tend à étendre le champ d'application de la Convention de Genève. Comme j'ai déjà expliqué, les termes de la Convention de Genève exigent qu'il y ait compréhension de l'intention génocidaire. Il s'agit de quelque chose de tout à fait nouveau. La Chambre de première instance, en l'espèce, ne l'a pas reconnu. Et lorsque il s'agit de bien comprendre l'intention génocidaire. Si cela est appliqué correctement au schéma de crimes commis dans les communautés au chef-1, il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que ces crimes avaient pour intention de détruire ces communautés physiquement. Nous avons décrit ce schéma, particulièrement en mettant l'accent sur Prijedor dans notre rappel et en mémoire en réplique. Je vais les résumer rapidement. Donc, les forces serbes ont mené des attaques violentes, criminelles sur des villages et villes non serbes. Des habitants ont été bombardés, massacrés, ont subi des abus, ont été terrorisés. Des villes et des villages ont été rasés et des lieux de culte ont été détruits systématiquement. Les habitants ont été entourés, les familles ont été séparées dans des conditions particulièrement violentes et traumatisantes. Des populations ont été placées en détention dans des conditions très choquantes pendant des semaines, parfois des mois. Dans les camps, ce sont des massacres, des passages à tabac, des viols et d'autres formes de violence qui étaient très fréquents. Les prisonniers d'Omarska avaient peur de mourir à tout instant, à toute minute, à toute seconde. Cela est la note de bas de page 242 dans notre mémoire. Et ceux qui ont survécu à ces terrifiantes et violentes attaques ont été expulsés sans rien. Ils ont été séparés de leur maison, de leur famille, de leur communauté, obligés à partir en exil et à vivre de manière isolée et à faire leur deuil et à se lamenter de la perte de leurs êtres chers. Peut-être puis-je maintenant répondre à la deuxième question, Monsieur le Président, pour savoir s'il y a des éléments de preuve montrant qu'il y a un biais ethnique ou une discrimination qui prouve nécessairement l'intention génocidaire. La réponse est que non. La réponse à cette question, cela n'est pas nécessaire pour établir la commission d'un acte sous-jacent de génocide. La réponse plus vaste, c'est que à cette proposition théorique est très très éloignée des attaques auxquelles nous faisons face ici. Alors à Srebrenica, maintenant, l'accusation reconnaît que ce schéma est différent. À Srebrenica, il y avait une proportion beaucoup plus importante de massacres, comme la
a soulevé la défense, mais la question, ce n'est pas l'échelle des massacres, mais de savoir si, de manière globale, l'objet des crimes était de détruire les communautés prises pour cible. Je voudrais mettre en exergue les facteurs particulièrement particuliers du contexte de Prijedor qui correspondent à cette intention. D'abord, la portée, l'échelle des massacres est inférieure par rapport à d'autres campagnes de génocide. L'échelle de tous les actes génocidaires était très vaste. Plus de 30 000 musulmans et croates ont été placés en détention dans les 3 camps, rien que dans ces 3 camps, Marska, Karaterma et Tarnopolier. Dans ces camps, les massacres et le fait d'infliger des souffrances physiques et mentales, eh bien, ces actes étaient routiniers, quotidiens. Et comme nous le plaidons dans le moyen, notre deuxième moyen d'appel, les conditions de détention correspondent à des actes pratiquement génocidaires. Les prisonniers étaient entassés dans des lieux qui étaient extrêmement sales, privés de nourriture, d'eau, de médicaments et en butte à la maladie et à des maladies qui étaient mortelles. Autre facteur particulier à Prijedor, c'est le mauvais traitement délibéré infligé aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées qui correspond à l'intention de bien cibler absolument toutes les tranches de la communauté. Toutes ces personnes aussi ont été sujettes à des conditions de détention particulièrement déplorables ainsi qu'à de nombreux abus et mauvais traitements. Et on voit qu'il y a eu des viols très fréquents de femmes et de filles qui causaient une peur terrible et des traumatismes mentaux parmi tous les détenus. C'est au paragraphe 1830 et 1831. Troisièmement, l'intention de détruire le camp musulman de Prijedor est aussi manifeste lorsqu'on voit qu'ont été ciblés des membres importants du groupe qui étaient les pierres angulaires de la communauté avec des personnalités religieuses, des responsables politiques, des médecins, des avocats, des professeurs, des hommes d'affaires qui étaient systématiquement visés en vue d'être exécutés, torturés ou malmenés. Et on le voit paragraphe 1587, 1596, 1740, 1744, 1749, 1753, 1766. Et cette campagne, eh bien, elle a eu l'impact qui était recherché. Les communautés prises pour cible ont été détruites, c'est évident, quand on voit la manière par laquelle les membres qui ont survécu et qui sont présentés au chef numéro 1 parlent de leur existence. Ils ont subi, ils souffrent encore de douleurs physiques, mentales, ils ont des blessures qui ne peuvent pas guérir, ils souffrent d'anxiété, de dépression, ils ont des cauchemars et ils sont constamment terrorisés. Ils disent que leurs vies se sont arrêtées, je cite, en 1992. Ils expliquent qu'ils vivent, je cite encore, tous seuls, en faisant le deuil de leur famille et de leur communauté. Ils nient même le fait d'exister physiquement. C'est comme s'ils avaient été tués. Pardon. Et donc, je fais référence à notre mémoire d'appel, paragraphe 124, 139, et mémoire en réplique, paragraphe 63. Le président, encore 5 minutes, Madame Gustafsson. Donc voilà qui illustre ce que cela veut dire d'avoir détruit une communauté tout en permettant aux membres de la communauté de continuer à exister. Ceux qui survivent ne peuvent pas se reconstruire pour vivre dans une communauté viable. Voilà donc des souffrances qui sont prohibées par la Convention sur le génocide. Je vais conclure en soulignant qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'objectif de la entreprise criminelle commune principale et l'intention génocidaire. Puis, en ce faisant, je répondrai à votre question. Donc, il est important que l'objectif de Karadzic et des autres membres de l'entreprise criminelle commune ne visait pas juste à chasser les musulmans et les croates, mais à les chasser à jamais pour contrer ce qui était perçu par une menace par les Serbes. C'est paragraphe 2659 et 2672. Donc, une campagne criminelle visant à détruire les communautés décrites au chef 1, eh bien, en tant qu'entité viable, constitue le moyen logique et le moyen qui a été choisi
pour arriver à cet objectif en vue de chasser ces personnes de manière permanente, pour mettre un terme à ce qui était perçu par une menace existentielle. Alors, réponse à votre première question, notre position, c'est qu'au paragraphe 2624, la Chambre présumait que l'intention de de se débarrasser des personnes de manière permanente était incohérente ou illogique par rapport à l'intention génocidaire. Et en particulier parce que on peut conclure que suite à cette campagne et ce schéma, l'intention derrière les crimes était de faire en sorte que les musulmans soient chassés, ainsi que les croix des municipalités. Autrement dit, l'objectif de chasser les gens de manière permanente, c'est une autre conclusion de l'intention génocidaire. Notre proposition, c'est que les deux sont compatibles, en fait. Et donc, c'est de présenter cela comme étant une conséquence raisonnable, le fait que c'était une autre possibilité à l'intention génocide, eh bien, pour nous, c'est l'intention derrière les crimes. Cette intention, c'était que les gens soient chassés, mais nous avons toujours dit depuis le début, c'est que en poursuivant cet objectif de chasser les personnes, l'intention était bel et bien de détruire ces communautés. Et donc, il n'y a pas d'incompatibilité. La Chambre dit le juge Méran. En fait, vous avez dit il y a quelques instants que c'était incohérent ou illogique. Or, vous dites que c'est cohérent. Madame Gustafsson, la Chambre a dit qu'il y avait une incohérence, mais nous disons qu'il y a cohérence, Madame le Président. D'accord, Madame Gustafsson, pardon. Alors, je voudrais utiliser la dernière minute qui m'est encore impartie pour faire quelques observations concernant le moyen numéro 4. Comme nous l'avons expliqué dans notre mémoire, la Chambre a jugé que Karadzic, en tant que président et commandant suprême de la République serbska, a joué un rôle essentiel et primordial dans 3 grandes entreprises criminelles. La gravité des crimes est sans précédent. Sa position au sommet de la hiérarchie des Serbes de Bosnie ne l'exonère pas d'une responsabilité pénale ou ne rend pas cette responsabilité plus éloignée. Au contraire, cela amplifie sa responsabilité. Il a abusé de son pouvoir immense pour faire couler le sang de un nombre incalculable de victimes. Et donc, pour que justice soit faite, eh bien, il faut qu'il se voie imposer la sentence la plus forte, c'est-à-dire une sentence à perpétuité. Voilà qui conclut mes arguments. Le président, est-ce que maintenant vous ne mettez l'accent que sur Prijedor dans le contexte des municipalités ou bien dans parce que dans vos mémoires vous êtes beaucoup plus exhaustif ou pas, c'est beaucoup plus vaste. Est-ce que c'est là juste un exemple, Madame Gustafsson? Eh bien, notre position correspond à ce que nous disons dans notre mémoire, c'est que l'intention, on la retrouve dans toutes les municipalités au chef 1, mais que Prijedor constitue l'exemple le plus clair d'une intention criminelle, génocidaire, se reprend l'interprète, et nous reconnaissons que pour que vous puissiez revoir et renverser toutes les conclusions prises au chef 1, bien sûr, il y a beaucoup d'éléments qui sont requis pour une chambre d'appel, et voilà pourquoi nous avons préféré mettre en exergue l'exemple de Prijedor. Mais bien sûr, si vous souhaitiez que nous agissions et que nous présentions d'une manière plus globale, eh bien, cela aurait pu être fait. Mais bon, dans le cadre d'une intervention limitée, c'était difficile. Le juge Méran. Je vous remercie de votre argumentaire. Je passe maintenant la parole à la défense de M. Karadzic. Maître Gibson, vous avez 30 minutes et je vous saurai gré de limiter votre réponse aux arguments présentés sur Prijedor et dans le contexte de l'intention génocidaire. Je vous remercie. Maître Gibson, merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Alors, le premier grand problème concernant le moyen numéro 1 de l'appel du procureur,
c'est qu'il propose de se centrer sur les conclusions de la Chambre d'appel pour dire que les membres de l'entreprise criminelle commune savaient qu'ils ne pouvaient pas mettre en place leur plan sans les crimes supplémentaires. Et là encore, dans son mémoire d'appel, l'accusation fait référence à la conclusion de la Chambre selon laquelle M. Karadzic et d'autres personnes savaient et qui ne pouvaient pas séparer les populations en question sans commettre des meurtres, qu'il y ait extermination, torture, etc. Or, cette conclusion n'existe pas. Ce qui est au cœur du moyen de l'accusation, en fait, n'existe pas. Ce que dit la Chambre de première instance, c'est que il était prévisible que le président Karadzic que les forces serbes puissent commettre des crimes supplémentaires en menant à bien le plan d'origine. Mais il n'a jamais été conclu que cela était bien le cas. Et donc, cela correspond à la GCE 3. Et cette conclusion finalement qui manque, ce lien, ce chaînon manquant, en fait, eh bien, il met à mal l'argument de l'accusation. Le fait que cette connaissance en fait n'existe pas est au cœur de l'argumentaire de l'accusation qui demande à la chambre d'appel de faire un changement qui est radical par rapport à la condamnation. L'accusation prétend que le plan causerait ces crimes, qu'il connaissait le plan d'origine, que les choses devraient nécessairement se passer ainsi. Or, la Chambre de première instance n'a jamais dit ça. L'accusation argue ce matin que le président Karadzic a eu faire le choix, aurait pu prendre le choix d'arrêter le plan commun et qu'au contraire, il a choisi de ne pas arrêter son plan d'origine. Mais même ça n'est pas vrai. Même s'il a choisi de ne pas arrêter le plan d'origine, ça ne suffit pas pour déterminer qu'il y a eu intention. Et la Chambre de première instance a pris grand soin sur ce point. La Chambre, concernant la norme juridique, concernant la connaissance du crime, est-ce que ça peut être pour dire si c'était une base suffisante dont on peut tirer des conclusions, était très prudente. Avoir connaissance et participer de manière continue ne constitue pas une base suffisante à partir duquel tirer ses conclusions. L'intention, eh bien, lorsqu'elle est conçue de la sorte, ne doit être qu'une conclusion raisonnable sur la base d'éléments concrets. Je fais référence à l'appel en jugement de Popovic, paragraphe 1796, et Sainovic et autres, dans l'appel en jugement, paragraphe 995. Même lorsque l'accusé a connaissance et qu'il continue à participer, que cela pourrait indiquer qu'il partage l'intention, un autre objectif. Cela ne veut pas forcément dire qu'on doit tirer la conclusion s'il y a aussi la possibilité d'une autre conclusion à en tirer. Ici, une conclusion raisonnable était disponible, c'est celle que le président Karadzic et d'autres membres de la entreprise criminelle commune partageaient l'intention de transfert forcé et d'expulsion, mais qui ne s'intéressaient pas assez à la chose, ça sont les termes de la Chambre, pour les autres crimes, pour arrêter de continuer leur plan commun. Et l'accusation n'a pas montré que cette conclusion de la Chambre tenait compte de toutes les autres conclusions et que ces autres conclusions étaient déraisonnables. Mais mettons cela de côté, le problème au cœur de la responsabilité de la GC1, c'est l'intention du participant qui partage l'intention de commettre des crimes en particulier. Ce n'est pas uniquement un plan de commettre des crimes sur le plan général, il faut que l'accusé partage l'intention de commettre un crime spécifique ou des crimes qui forment l'objectif commun et son objet. Et donc, le procureur vous demande de laisser de côté ces crimes, enfin de prendre ces crimes qui font partie de l'entreprise criminelle commune 3 et de les insérer dans le plan commun.
donc pour dire que ça faisait partie de l'objectif commun dès le 21 octobre 1991. Pour ce faire, l'accusation doit montrer que chacun des membres de l'entreprise criminelle commune avait l'intention de commettre chacun de ces crimes, si elle avait l'intention particulière de participer à ces crimes. Prenez l'extermination. Donc pour que ça fasse partie du plan commun d'origine, chacun des membres de l'entreprise criminelle commune aurait dû avoir l'intention de tuer des gens dans le cadre de crimes de masse dès octobre 1991. Or, on ne trouve cela nulle part. Pour que ça fasse partie du plan d'origine commun, chacun des membres de l'entreprise criminelle commune aurait dû avoir cette intention dès octobre 1991. Par exemple, aussi pour commettre des viols, on ne trouve cela nulle part. Et la même chose vaut pour la torture, et la même chose vaut pour le meurtre. Ces conclusions n'existent pas. Et donc, l'accusation demandera à la Chambre d'appel de revoir, de revisiter chacun des différents éléments. Et l'accusation dit que la Chambre d'appel peut se reposer sur les conclusions de la Chambre de première instance. Or, ces conclusions n'existent pas. Et donc, ce n'est pas surprenant que ces conclusions ne soient pas là. Si la Chambre de première instance avait jugé que les membres de l'entreprise criminelle commune partageaient, par exemple, l'entreprise criminelle, l'intention pour le viol, par exemple, dès octobre 1991, à ce moment-là, le viol aurait été partie intégrante du plan commun d'origine, aurait fait partie de la JCE 1 dès le départ. Et donc là, nous avons dit, où est-ce que vous voyez cela? Et si les conclusions étaient que le président Karadzic et les membres de l'entreprise criminelle commune ont partagé une intention particulière pour chacun des crimes évoqués dans la GCE 3, où est-ce que vous voyez cela? Et dans sa réplique, le procureur ne se fie qu'à des conclusions contraires sur le plan général. Or, cela ne suffit pas parce que cela fait fi de l'élément central qui est au cœur de la JCE 1. La Chambre de première instance ne soutient pas la transformation radicale de la condamnation que l'accusation recherche. Et par conséquent, il faut rejeter le moyen d'appel 1 de l'accusation dans son appel. Quelques mots maintenant concernant la sentence demandée. Le président interrompant, attendez, avant de passer à la condamnation, vous vous souvenez que dans Kerstitch, nous avons déterminé que le génocide peut être commis dans une zone géographique limitée. Et que dans ce contexte, je vous saurais gré de pouvoir dire quelque chose de supplémentaire par rapport à ce que vous venez de dire, en faisant le lien avec Priedor. Madame Gibson, merci. Je pense que mon co-conseil, le conseil principal en parlera dans sa réponse, parlera de Priedor. Est-ce que nous faisons maintenant notre réponse au moyen numéro 2? Bon, je vais dire quelques mots concernant la condamnation et la sentence requise, et je reviendrai à votre question. Monsieur Maître Robinson en parlera brièvement. Très rapidement, nos arguments figurent dans notre mémoire en réponse. Je serai brève. Donc, la Chambre d'appel pour nous doit ordonner qu'un nouveau procès ait lieu, en tout cas qu'il y ait une révision du jugement en fonction des erreurs qui ont été constatées. Et dans ce cas, le sujet de la sentence n'aura plus lieu d'être. Et nous pensons que pour la Chambre de première instance, il était important pour la Chambre donc de première instance de souligner le fait qu'il fallait donner du crédit au président Karadzic, qui avait démissionné et qui avait abandonné le pouvoir de manière parfaitement volontaire. Je pense que c'est un argument qui est très, très fort. Et la Chambre de première instance a eu le droit de reconnaître cela et sa démission de M. Karadzic en lui accordant des circonstances atténuantes. Je vous remercie. Je passe la parole à Maître Robinson. Le président Maître Robinson. Maître Robinson. Merci, Monsieur le Président. D'abord, merci à Madame Gustafsson des arguments présentés sur le moyen 3 au sujet du génocide des municipalités. Et finalement, je suis
suis d'accord avec elle, je dois dire, sur les principes de droit qu'elle évoque. Le problème de ce qui s'est passé dans les municipalités bosniaques en 1992, c'est que malheureusement, elles ne s'intègrent pas dans le cadre de ces principes de droit et que là, vous voyez les choses sous un prisme différent. Je passe maintenant à Prijedor et à la question que vous avez posée. Tout d'abord, je voudrais vous dire que contester Prijedor, sa méthodologie, enfin, la contestation sur Prijedor revient finalement à contester la méthodologie de la Chambre. Ils n'ont pas isolé Prijedor dans les cadres des éléments du génocide pour cette municipalité uniquement. Et donc la première réponse, c'est de reprendre ce qui s'est passé dans Berjanin, où l'on voit ce qui est dit sur Prijedor. La Chambre a vu qu'il n'y avait pas d'analyse de génocide dans une municipalité en particulier, mais a parlé de l'intention sur les 11 municipalités, y compris Prijedor, qui figure à l'acte d'accusation. Et la même chose vaut dans le jugement Kraïsnik, qui inclut aussi Prijedor et d'autres municipalités. Autrement dit, il n'y a pas de source indiquant qu'une chambre de première instance se doit d'isoler les différentes municipalités dans l'acte d'accusation pour procéder à une évaluation de l'intention génocidaire point par point. Mais ça, c'est le premier point. Reprenons Prijedor. Vous avez déjà abordé ces éléments de preuve dans l'affaire Stakic. Ce n'est pas la première fois, par conséquent, que ces arguments sont présentés au sujet de Prijedor. Ce qui s'est passé à Prijedor, ainsi que dans d'autres municipalités, est évidemment épouvantable. Ce sont des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre qui ont été commis là-bas. Mais, comme vous l'avez décidé dans Stakic, et vous étiez aussi sur les bancs de la chambre d'appel, cela ne correspond pas pour autant à un génocide. Cela n'a pas été commis avec l'intention de détruire le groupe ou la communauté. Par conséquent, il n'y a rien de nouveau. Concernant ce qu'a dit notre chambre de première instance, que vous avez entendu, outre le fait de ce qui avait déjà été décidé. Alors, pour ce qui est que la Chambre pensait que le déplacement et l'indication contraire de la destruction, je ne vois rien au paragraphe 2624 qui l'indique. En fait, ce paragraphe a l'air d'être un copier-coller du jugement de Stakic de la Chambre de première instance, et ce jugement fait l'objet d'un appel par l'accusation, et la Chambre d'appel d'ailleurs a avalisé cette même méthodologie dans l'affaire Stakic. La Chambre de première instance avait conclu que, même si elle était convaincue que l'objectif commun était de créer une municipalité serbe, il n'y avait pas assez d'éléments de preuve concernant l'intention de le faire en détruisant le groupe musulman tout ou en partie. Et là, il aurait fallu que tous les musulmans soient tués pour que ce soit accompli. Donc l'intention de déplacer une population ne revient pas à l'intention de la détruire. Et même s'il y a eu affirmation par la Chambre d'appel rejetant le fait que la Chambre avait confondu l'intention de déplacer, de détruire. Donc l'accusation vous demande non pas de jeter par la fenêtre, si je puis dire, ce qui a été dit dans Stakic, mais de jeter aussi aux orties 17 ans de jurisprudence à l'affaire Sirikic, avec la question des gardes au camp de Karatem, la municipalité de Prijedor. La Chambre, sous la présidence du juge Robinson, d'ailleurs, a conclu qu'il y a eu des éléments de preuve de massacre et de souffrance physique et mentale au camp de Karatem, mais qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve établissant l'intention de détruire les musulmans bosniaques dans leur intégralité. Dans l'affaire Stakic, comme je l'ai indiqué, la Chambre est arrivée à sa conclusion en reprenant pas uniquement l'intention dans Stakic, mais aussi celle de personnes qui étaient plus élevées dans la hiérarchie politique, y compris le président Karadzic, et ils ont convaincu que l'objectif des dirigeants n'était pas de détruire le groupe croate ou musulman, mais plutôt d'éliminer
les menaces perçues au plan général de prendre le contrôle de la municipalité de Prijedor et d'obliger les non-serbes à partir. Et donc la Chambre d'appel a conclu à ce que cela était une conclusion raisonnable. Et c'est celle sur laquelle repose la norme que nous avons ici. Dans l'affaire Brajnin, avec le président de l'état-major de crise de la région autonome de Kraïna, qui incluait Prijedor, la Chambre a accusé l'accusé de génocide en concluant que l'intention de détruire n'avait pas été prouvée. Et la Chambre a conclu qu'il était important que les Serbes de Bosnie qui contrôlaient la zone et sur le plan militaire et politique, avaient choisi d'utiliser ces ressources pour déplacer plutôt que de détruire les musulmans et les Croates dans la région. Et l'accusation n'a pas fait appel de cet acquittement. Dans l'affaire Krasnic, avec l'Assemblée Kralicic, le président du mécanisme présidé par le juge Horry, a aussi acquitté les accusés parce que ni Krajnik ni les autres membres de l'entreprise criminelle commune, dont le général Mladic ou le président Karadzic, avaient l'intention de détruire les musulmans bosniens ou croates dans les municipalités de Bosnie. Et dans l'affaire Mladic, les juges actuels du mécanisme ont acquitté, Sobral interprète, le général Mladic de génocide en concluant qu'après avoir revu l'ensemble du dossier, dont les discours et la conduite du président Karadzic, eh bien, elle n'était pas convaincue que la seule conclusion raisonnable était que l'intention était de détruire les musulmans bosniaques et croates des municipalités, dont Prijedor. Et si cela ne suffisait pas à vous convaincre que des juges raisonnables de ce tribunal avaient acquitté les accusés des intentions de génocide, eh bien, je souligne le fait que 10 juges de Cour internationale de justice ont examiné en détail les éléments du génocide dans ces allégations pour les municipalités, ont conclu que les crimes n'étaient pas perpétrés, n'avaient pas été commis avec l'intention de détruire les musulmans bosniaques en tant que groupe, en tout ou en partie, et en particulier par Prijedor. L'accusation présente des éléments concernant l'intention génocidaire qui ne sont pas suffisants. Ils ressortent les mêmes discours, les variations A et B, de choses qui ont déjà été étudiées. Les conclusions de la Chambre d'appel, comme celles dans Stakic, de Berjanin et de Kranicic, qui disent que le génocide n'a pas été commis en Bosnie, et cela ne diminue aucunement les souffrances des personnes qui ont été victimes à l'époque, mais cela dit tout simplement que les critères juridiques de ce crime-là en particulier passent par une intention spécifique de détruire le groupe. Or, ce standard-là, cette norme-là n'a pas été remplie. Et même après ce qui s'est passé pour les Juifs lors de l'Holocauste, la Cour suprême d'Israël a, pour sa part, aussi atteint la conclusion qu'il fallait acquittés lorsque les Juifs avaient été déportés, non pas exterminés. Donc pourquoi se départir de ces 17 ans de jurisprudence? Ce qui s'est passé en Bosnie en 1992 n'était pas des actes de génocide, et donc il faut confirmer l'acquittement du président Karadzic pour le chef d'accusation numéro 1. Merci. Le président. Le président, puis-je partir du principe que la présentation de vos moyens s'est achevée, que nous pouvons maintenant entendre l'accusation pour sa réponse? Maître Robinson, oui, le président. Du côté de l'accusation, vous disposez de 15 minutes, Madame Gustafsson. Madame Gustafsson, je vous remercie. Le président, jusqu'à 12h45. Madame Gustafsson, je commencerai par le moyen numéro 1, puis le moyen numéro 3, et je dirai quelques mots de la sentence. En fait, nous avons un argument à avancer au sujet du moyen numéro 1. Je pense. Nous sommes d'accord sur le fait que le droit n'exige pas qu'il y ait déduction par rapport à l'intention
pour prouver la poursuite de la participation. Le droit est clair. Il existe une base avec laquelle nous sommes d'accord. Ce critère n'est pas requis. Notre position consiste à dire que lorsque le docteur Karadzic a poursuivi sa participation pendant des mois et même des années à la poursuite de l'objectif commun, tout en ayant connaissance que des crimes particulièrement violents et d'autres éléments étaient présents en l'espèce. Ces menaces, même s'il ne s'agissait que de menaces par rapport à des crimes éventuels contre des groupes entiers, et le pouvoir qu'il avait au sujet des auteurs doit être pris en compte. Le déni délibéré et le fait de s'écarter constamment de la règle est à prendre en compte également. Et si l'on rassemble tous les éléments présents, nous disons que la seule déduction raisonnable, c'est que pour aboutir à l'objectif poursuivi, il ne pouvait y avoir autre chose que risque d'extermination de ce point de vue. Au paragraphe 45 et 46 de notre mémoire, nous avons expliqué pourquoi l'ensemble des crimes catégorisés par la Chambre comme faisant partie de la troisième forme d'entreprise criminelle commune font partie de la poursuite de l'objectif commun, et que l'analyse catégorie par catégorie permet d'aboutir à cette conclusion. Mais je vais maintenant vous parler des différents meurtres et de l'extermination, par exemple. Les menaces exprimées par Karadzic avant la guerre reflètent son anticipation de crimes violents qui impliquaient un bain de sang, c'est le mot qu'il a utilisé, l'annihilation, c'est le mot qu'il a utilisé, et la possible extinction, c'est encore un mot qu'il a utilisé, des musulmans de Bosnie. À cela s'ajoutaient les meurtres routiniers et l'exécution de l'objectif criminel commun, y compris par des meurtres de masse. 26 meurtres de masse sont recensés en l'espèce, et leur conclusion risquait d'être l'extermination. Les paragraphes 24-60, 24-61 le prouvent. Le président, combien de meurtres ont été commis à Prijedor? Madame Gustafsson, vous me demandez combien d'incidents répertoriés? Le président parlant en même temps. Madame Gustafsson, je devrais vérifier, Monsieur le Président. Vous voulez le nombre de victimes ou le nombre d'incidents? Le Président, les victimes. Madame Gustafsson, il m'est difficile de le dire à partir des conclusions de la Chambre de première instance sur la base des éléments de preuve concernant les exécutions quotidiennes et d'autres meurtres commis à Omarska. Je ne sais pas vous dire immédiatement combien de personnes ont été tuées à Omarska. Il y a quelque ambiguïté par rapport à ce chiffre, mais il est clair que si l'on fait l'addition, on aboutit à au moins 102 000 victimes de meurtres en l'espèce. Fin de citation. Fin d'intervention, correction de l'interprète. Le président, je vous remercie. Madame Gustafsson, le 12 mai 1992, après la fin de la campagne qui avait été menée précédemment, Karadzic a affirmé lors d'un meeting public très important que les meurtres et tortures nous avaient été imposés, ainsi que la poursuite de l'extermination. Fin de citation, paragraphe 27-38. Mais ce discours montre qu'il n'avait pas seulement connaissance, mais s'efforçait de justifier la réalisation de ces meurtres de masse et les mauvais traitements infligés par ces forces aux victimes concernées. C'est une justification qui correspond aux menaces exprimées par lui pendant des mois dans la période précédente. Et bien sûr, il réagit au rapport l'informant de meurtres de masse et d'autres crimes graves commis, de la même manière qu'il a réagi à ce qu'il a pu apprendre de tous les crimes qui lui étaient annoncés, y compris dans l'affaire de Korachtiene, où un massacre visant 200 victimes avait eu lieu et où l'a récompensé les auteurs de ce massacre pour leur participation. Je vous renvoie à notre mémoire, paragraphes 35 et 37 à 41. Son comportement et celui de ses plus proches collaborateurs avant et pendant la campagne de crime ne laissent aucun doute quant au fait que le meurtre, l'extermination, les traitements cruels et autres crimes faisaient partie intégrante de l'objectif commun poursuivi par lui et eux. Je vais maintenant parler du moyen numéro 3. Là encore, je vais souligner le fait que les conclusions
auquel il a été abouti dans d'autres affaires. Et c'est ce sur quoi la défense s'est principalement concentrée, doivent être prises en compte. J'aimerais m'expliciter quelque peu sur ce point. Les conclusions formulées dans d'autres affaires et soulignées par Karadzic montrent l'intention génocidaire qui était présente chez lui et en Republika Srpska, le fait que ces crimes lui aient été attribués et justifiés. Ils lui ont été attribués en raison de sa supériorité sur toutes les autres personnes. À la télévision, il a formulé des menaces publiques par rapport aux musulmans en parlant d'autoroutes d'enfer qui auraient pour résultat éventuel leur extinction, entre guillemets. C'était un message très puissant qui émanait du pinacle de la direction des Serbes de Bosnie et qui s'adressait à des femmes vulnérables de la part d'auteurs qui parlaient d'un avenir proche et qui avaient, en ayant pour but de provoquer la terreur chez les musulmans afin qu'ils se sentent envahis par la peur et l'anxiété, étant donné le risque d'annihilation complète qui les menaçait. Je vous renvoie à la page 10-414 du compte-rendu. À de très nombreuses reprises, Karadzic et d'autres parmi les dirigeants des Serbes de Bosnie ont lancé un avertissement à ceux qui les appuyaient en indiquant que les musulmans et les Croates étaient des ennemis liés au génocide des Serbes et que les Serbes avaient le droit de combattre pour leur survie. Paragraphe 26.55 à 26.7.2. Karadzic savait exactement ce qu'il faisait. Ceci ressort clairement de la réponse qu'il a faite lorsqu'il a été confronté à une conférence de presse en septembre 1992, confronté aux allégations d'atrocités, d'exécutions et de conditions de vie comparables à celles imposées par les nazis dans les camps. Ceci, bien sûr, se passait très peu de temps après l'exposition des conditions d'existence à Omarska par la communauté internationale. Karadzic a répondu en expliquant que dans une guerre interethnique et interreligieuse, il n'y avait pas nécessité d'un commandement pour tuer parce que 3 communautés ethniques étaient réunies, communautés qui s'étaient opposées depuis des siècles. Paragraphe 33-48. Mais officiellement, c'est Karadzic qui utilisait un langage incendiaire et exploitait cet antagonisme interethnique de façon à démontrer qu'aucun commandement n'était nécessaire pour tuer. En d'autres termes, Karadzic menaçait les non-serbes d'annihilation et d'extermination, lançait des avertissements par rapport à toutes sortes d'autres menaces et incitait à la terreur interethnique et à la haine interethnique. Cette étape de sa campagne criminelle était de nature génocidaire et avait pour but de détruire les communautés prises pour cible. Une fois que la campagne a été lancée, Karadzic l'a surveillé depuis le sommet du pouvoir. Son pouvoir et son autorité sur les auteurs des crimes étaient sans égal, comme l'était également sa capacité à déterminer le cours de la campagne. Paragraphe 3480 à 3480. À Prijedor, par exemple, les conclusions factuelles démontrent que les crimes commis par les auteurs l'ont été par la police des Serbes de Bosnie et par les forces armées des Bosno-Serbes, qui, à l'intérieur de la Republika Srpska, avaient l'autorité de jure et de facto sur la police et l'armée lorsque ces faits ont été commis. Radovan Karadzic, paragraphe 31-57 et 31-67. Et qu'a-t-il fait de ce pouvoir? Il l'a utilisé pour encourager la commission de crimes en évitant d'exposer ces actes devant la communauté internationale dans les camps de Prijedor, communauté internationale qui aurait pu le contraindre à modifier son comportement. Paragraphe 33-69, 33-76 à 33-81, 33-86, 34-98 et 500. Ensuite, il a récompensé les responsables de la police de Prijedor qui avaient participé au massacre visant 200 non-serbes à Koričanske et qui ont supervisé les opérations de Marska. Paragraphe 751, 1752, 1845 et 3432. Karadzic et d'autres membres de l'entreprise criminelle commune ont mis leurs actes en mots avant de les commettre
Et tout ceci indique une intention génocidaire et les moyens de la réaliser dans la poursuite permanente de leur objectif commun qui était le départ de toutes ces personnes. Cette intention s'ajoutait à un schéma de crimes commis par ses subordonnés qu'ils contrôlaient. Je conclurai par quelques mots sur la sentence. Les écritures relatives à la sentence se concentrent sur l'accord de Holbrooke, mais on comprend mal si cet accord était censé impliquer Richard Holbrooke, qui a poussé la Chambre de première instance à condamner Karadzic à moins d'une peine à vie, ou si tel n'était pas le cas. Si tel était le cas, c'était une erreur. Karadzic a conclu cet accord avec la possibilité, une fois que la possibilité de poursuivre ses campagnes criminelles s'était achevée. Il a été battu. Les Serbes de Bosnie ont été battus, les choses s'étaient terminées. Il l'a fait, et à ce moment-là, il a accepté de conclure un accord qui était au bénéfice pour lui d'une éventuelle immunité. Aucun soutien politique public ne peut permettre de réduire la sentence qui lui sera imposée, compte tenu de sa participation pendant des années et de sa supervision des entreprises criminelles communes pendant plus de 3 ans et demi. Et aucun accord ne doit lui permettre d'échapper aux poursuites et à la sanction. J'en ai terminé de mes arguments. Je vous remercie. Le Président, je remercie l'accusation. Dernier point à l'ordre du jour dans notre audience d'aujourd'hui, c'est une déclaration personnelle de M. Karadzic. Je suppose que cela vous intéresse de prendre la parole. Oui, vous avez 10 minutes, M. Karadzic. Je vous remercie, Monsieur le Président. Excellence. Il m'est difficile de ne pas aborder quelques points qui viennent d'être exprimés oralement. Seuls les Serbes de Bosnie ont perdu la guerre car ils n'avaient aucun autre moyen que de conserver leur république. Ça, c'est mon premier point. Deuxièmement, dans les faits qui n'ont pas été établis, il est possible de dépeindre les Serbes comme des attaquants qui attaquaient des gens sans défense, sans armes, mais en fait, les personnes en question étaient plus nombreuses qu'eux et parfaitement bien armées. Il a été présenté ici des allégations absolument incroyables selon lesquelles 30 000 personnes auraient été détenues à prix et d'or. Même si 3 000 personnes ont effectivement été détenues après l'attaque menée par les musulmans, sur ces 3 000, 1 700 ont été libérés et 1 400 sont donc demeurés en détention en raison de leur qualité de combattant. Mon discours, qui a été cité en fait, était un avertissement indiquant que la poursuite de certaines actions ne pouvait conduire qu'à une autoroute d'enfer. C'était un plaidoyer, un avertissement, ce n'était pas une menace. Si cela avait été une menace, les menaces auraient été exprimées clairement. Je n'aimerais pas que Monsieur le juge Sékoulé quitte la salle d'audience aujourd'hui en pensant que nous admettons le chiffre qui a été cité. Nous contestons le chiffre de 8 000 personnes cité dans l'acte d'accusation et la Chambre de première instance l'a d'ailleurs réduit à un peu plus de 5 000. Mais sur le plan moral, ce chiffre n'est pas plus important que s'il se limitait à quelques centaines de personnes, car dans les deux cas, il s'agirait d'une tragédie. Je ne vais pas revenir sur les références qui ont été faites aux décorations décernées à diverses personnes en raison de leurs actes. Les ministres font des propositions et c'est le président qui décerne telle ou telle décoration. Mais je dois dire qu'il m'apparaît que personne ne comprend parfaitement la nature exacte de la crise. Quel que soit le nom qu'on donne à cette crise, il n'en reste pas moins que nous étions un seul et même peuple, les Serbes, les musulmans, les Croates. Nous ne sommes qu'un seul peuple, nous avons une identité, nous avons des convictions religieuses différentes qui doivent toutes être respectées.
La Serbie est le premier pays d'Europe qui reconnaît l'islam en tant que religion et nous n'avons jamais eu le moindre reproche à faire aux musulmans à quelque moment que ce soit. Nous les avons considérés comme des Serbes qui avaient des convictions religieuses musulmanes. Mais ils avaient le droit de se distinguer sur ce plan et avec les Serbes, ils se sont épanouis. Et d'ailleurs, je cite assez souvent leur dirigeant séculier avec lequel j'ai conclu un accord en 1991 pour éviter la guerre. Pačić. Ils sont effectivement devenus de plus en plus forts, ils se sont épanouis en symbiose avec les Serbes et nous aurions voulu les séparer des Serbes, nous aurions accepté leur séparation, nous ne pensions pas à l'intégrisme qui est apparu dans le cadre d'une nouvelle génération de responsables politiques et qui ne nous avait pas fait de mal. D'autres pays européens voyaient quelque chose à nous reprocher à ce sujet, mais n'ont pas réussi à nous contraindre à modifier notre point de vue. Même si tous les pays islamiques combattaient l'intégrisme et l'islam politique, nous ne l'avons pas fait aussi longtemps que cet intégrisme ne nous avait pas fait de mal. Le peuple serbe n'a pas grand-chose à voir avec la façon dont il a été dépeint ici. Nous avons constaté, en tenant compte de la façon dont la Serbie a traité les immigrants et les réfugiés, nous avons constaté toute la bonté qui caractérise notre peuple. Mais le peuple n'écoute pas toujours son gouvernement. Le peuple n'a pas écouté son gouvernement en 1941, au moment où le gouvernement yougoslave a cédé aux pressions d'Hitler. Le peuple s'est élevé contre cela. Et aujourd'hui encore, si l'on parle de Prijedor, il y avait 2,7% de musulmans, soit 49 000 musulmans à Prijedor, qui ont été envoyés dans des camps de prisonniers de guerre. Il ne s'agit pas de génocide. 1700 ont été relâchés, 1400 ont été envoyés dans un camp de prisonniers de guerre. Mais les faits qui sont cités dans le dossier de l'espèce, et j'espère que la Chambre va se pencher attentivement sur ces faits, permettront de faire apparaître clairement que les musulmans ont créé leur propre municipalité à Prijedor en même temps que les Serbes. Et pourquoi nous ont-ils attaqués? Parce qu'ils avaient reçu des ordres impliquant qu'ils devaient nous attaquer le 30 avril. Ils nous ont attaqués comme cela s'est passé un peu plus tard au mois de mai à Ključ, en vertu d'ordres venant des autorités centrales. Donc, même si les deux communautés pouvaient coexister en étant à une certaine distance les unes des autres, notre désir fondamental, c'était que, dans tous les cas, les musulmans restent à nos côtés à l'intérieur de la Yougoslavie. Nous comprenions les Croates. Les Croates souhaitaient se rapprocher de la mère patrie pour eux, à savoir la Croatie. Mais nous avions coexisté avec les musulmans depuis 1918, lorsque nous avons constitué un État commun. Nous avions une administration commune, un système d'éducation commun et des efforts politiques avaient été déployés pour dépasser certains antagonismes qui auraient pu séparer les deux communautés. Lorsque les musulmans ont décidé de faire sécession, nous leur avons dit, eh bien, très bien, vous ne souhaitez plus vivre avec nous, à nos côtés, dans le grand État yougoslave. Donc, nous vous demandons de nous donner à nous en Bosnie ce dont vous disposiez au sein de la Yougoslavie. Il n'y avait pas nécessité de mener une guerre pour obtenir cela. La Republika Srpska a été reconnue avant le début de la guerre. La guerre s'est menée de façon à nous empêcher de créer la Republika Srpska.
Si on ne comprend ça, si on comprend cela, toutes les accusations tombent d'elles-mêmes. Si on ne le comprend pas, alors nous n'avons plus d'espoir. C'est l'élite serbe qui a participé à la guerre, des humanistes et les représentants d'une élite. Dieu sait quel aurait pu être le sort des musulmans si les Serbes qui ont participé à la guerre avaient été conduits par des intégristes musulmans. Donc, si l'on ne comprend pas le fondement même dont je viens de parler, à savoir le fait que nous avions des droits et que nous avons bénéficié de ce droit, alors que l'on souhaitait nous en priver, eh bien, on ne peut pas comprendre que ce sont les musulmans qui ont commencé par nous attaquer dans toutes les municipalités. Or, ce sont des faits très aisés à établir. Dans 2 tiers des municipalités, il n'y a pas eu d'attaque armée, il n'y a pas eu de combat. En particulier, dans les municipalités où les membres du parti SDS étaient à la direction. Alors, Monsieur le Président, Messieurs les juges, jusqu'à 1994, un très grand nombre de musulmans résidaient sur nos territoires et moi, je subissais des pressions pour qu'on les laisse partir parce que ces musulmans étaient présumés avoir assassiné 6000 policiers serbes. Rien dans la présente procédure, rien de ce qui a été dit ne correspond à la vérité. Et c'est la garantie même que nous serons entendus. C'est une garantie qui indique que le conflit entre nous ne va pas cesser. Harland a admis que le marché de Marcalais était en relation étroite avec la volonté du général Smith qui tentait de préparer une fin violente à la guerre. Le président, nous ne vous avons pas bien entendu, votre micro était éteint. Monsieur Karadzic, je vois, je pense que vous aviez une question à poser. Je ne tiens pas à envoyer ici un message particulier à qui que ce soit. Je ne tiens pas à faire la cour à qui que ce soit, mais les musulmans qui avaient des rapports avec moi et des contacts avec moi savent que je suis un homme libre de tout préjugé. Nous estimons qu'ils font partie de notre peuple et ils ne veulent pas de nous, eh bien pas de problème. S'ils le veulent, ils peuvent se séparer. Mais ce qui est erroné, c'est de mentir au sujet de cela devant des tribunaux. Cela ne peut que faire davantage de mal à mon peuple. C'est ma conviction intime que quiconque se penche attentivement sur les éléments de preuve ne peut pas commettre une telle erreur. Je vous remercie, Excellence. Le Président, je vous remercie, Monsieur Karadzic. Eh bien, avec cette déclaration personnelle de M. Karadzic, nous allons mettre un terme à l'audience en appel en l'espèce. Mais avant de lever l'audience, je tiens à remercier les parties pour le travail accompli en l'espèce et à dire, et je suis sûr que je parle au nom de tous mes collègues de la Chambre, que les 2 parties ont présenté des arguments de façon tout à fait professionnelle qui ont été grandement appréciés par la Chambre. Je tiens également à représenter les membres du greffe présents dans la salle d'audience qui nous ont beaucoup facilité le déroulement de l'audience aujourd'hui et hier. Je tiens à remercier les interprètes pour leur capacité de temps en temps à surmonter des problèmes importants dus à la rapidité de la lecture des documents par les conseils. La Chambre d'appel va, comme vous le savez, rendre son jugement en temps utile. Je rappelle aux parties que, dans le respect de l'ordonnance portant calendrier du 27 février 2018, je vais revoir les parties demain à 15 h dans le cadre de la conférence de mise en état prévue pour demain. Et je déclare maintenant que la séance est levée.